Dans ce contexte général, je pose ma deuxième question. La France est-elle un parapluie ou est-elle un fossoyeur? Comme je vous le disais donc dans mon analyse de première partie, la Bretagne a besoin d'une économie de qualité. Cette économie de qualité doit être fondée sur le travail plutôt que la spéculation. C'est en donnant du travail à nos enfants et en respectant les équilibres naturels que nous irons de l'avant. Mais la question est la suivante: peut-on compter sur la France pour garder ses objectifs en tête et rompre avec les logiques du passé, les logiques que j'ai décrites? Et donc, en période de crise, quel va être l'impact du gouvernement français sur les décisions économiques prises en Bretagne? Je note d'abord avec une certaine ironie la réaction du gouvernement français face à la crise. Alors d'abord, on a commencé par la minimiser. C'est un peu comme le nuage de Tchernobyl qui s'était arrêté sur le Rhin. Une sorte de ligne Maginot économique est censée protéger l'Hexagone. Mais qui sérieusement peut croire cela, alors qu'on commence à voir, au bout de plusieurs semaines, que finalement, l'économie française, que ce soit la finance ou que ce soit l'économie plus réelle des entreprises, est très liée au monde qui l'entoure. N'oublions pas que en Europe, en particulier, les économies sont très liées les unes aux autres par les importations et les exportations. Donc si vous avez l'économie britannique, allemande qui chute, en fait, il ne faut pas croire que l'Hexagone va rester tout seul dans son coin à prospérer. Lorsque le danger devient trop évident, quelle est la seconde réaction? Et c'est celle qu'on voit en ce moment, c'est l'appel à l'État. L'État, éternel sauveur, l'État qui est censé offrir des solutions à tous les problèmes en Hexagone, alors que nous savons tellement, il en est souvent la cause. Alors vite, au secours, faites revenir l'État colbertiste décentralisateur, il va nous protéger de tout. Voilà en gros le discours qu'on entend en ce moment. Alors on connaît la rengaine, ça ne nous étonne pas, nous nationalistes bretons, mais c'est quand même intéressant d'observer. Le problème de ce parapluie providentiel qui nous est présenté, c'est aussi qu'il risque de nous coûter vraiment très très cher. Alors, notons d'abord que l'État français est plus endetté que ses voisins. La dette publique dépasse allègrement les 60%, sans compter les petits arrangements avec les chiffres qui, en réalité, laissent penser que le trou, si je peux dire, est beaucoup plus profond que ce qu'on annonce en général. Donc, vous le savez, nous l'avons déjà discuté plusieurs fois, de lourdes dettes pèsent déjà sur la tête de vos enfants, et avec cet État qui aime dépenser sans compter, et qui va trouver comme bon prétexte cette crise pour pouvoir dépenser encore plus, eh bien les dettes vont s'accumuler. Ce sera d'autant plus facile que, malgré tout, l'espace français, ou je dirais hexagonal plutôt, est un gros morceau au sein de l'Union européenne, donc personne n'a trop envie qu'il s'écroule. Sa chute entraînerait un affaiblissement de l'euro, donc que ce soit la Banque Centrale Européenne ou la Commission, je dirais que ces organisations sont prises un peu le cul entre deux chaises. Il faut un petit peu semoncer l'État français, mais en même temps pas aller trop loin, parce que sinon on va créer une crise de confiance qui risquerait de faire s'écrouler tout l'ensemble. Donc à mon avis, on risque d'être encore pour quelques années dans un contexte où les institutions européennes fermeront les yeux devant les excès ou tempéreront leurs critiques afin de ne pas mettre en péril l'équilibre de l'ensemble du bloc. Là encore, ce seront les autres Européens qui paieront pour les folies de l'Hexagone, et dans l'Hexagone, les contributeurs des petites nations qui travaillent, comme les Bretons, qui paieront pour toutes ces folies, et qui profitera de ça, eh bien, un petit nombre de gens qui ont tout intérêt à ce système, en particulier ces hauts fonctionnaires. Alors mon dernier point, toute cette image n'est pas très réjouissante, parce que d'un côté, à mon avis, c'est une erreur de se réjouir de la crise, comme je vous le disais, dans ce contexte, ça ne nous apportera pas grand-chose. Et d'un autre côté, nous sommes pieds et poings liés, parce que nous ne sommes pas une nation libre.
Nous arrivons donc à un tableau qui est assez lourd de conséquences. La Bretagne, la santé économique de notre pays repose sur un réseau de petites et moyennes entreprises, pour beaucoup dans le secteur agroalimentaire, et c'est la capacité de ces petites entreprises et moyennes entreprises à s'adapter au monde qui conditionne la vitalité de notre économie. Mais comment faire en sorte de s'adapter lorsqu'on a en face de soi l'État français qui est tout sauf adaptable? Je voudrais prendre l'exemple, c'est l'Islande. Nous avons vu qu'elle accuse le coup de la crise actuelle. Mais croyez-moi, je suis prêt à prendre le pari que d'ici quelques années, l'Islande sera repartie du bon pied. Pourquoi? Parce que c'est une petite nation, à peine 10% de la population bretonne, 7 ou 8% de la population bretonne. C'est une petite nation homogène, où, lorsqu'une crise survient, eh bien, on peut ressaisir ses forces, définir une stratégie et changer de cap. Pourquoi je dis ça? Eh bien, simplement en regardant des exemples historiques. Regardez l'exemple de la Finlande, par exemple. La Finlande, dans les années 90, a eu à faire face à l'effondrement de l'économie de son principal marché d'exportation, qui était l'ancienne Union soviétique. Il y a eu une crise économique très forte, donc au début des années 90, même si on n'en a pas toujours parlé en France, parce que finalement, en hexagone, ça n'intéresse pas tellement les commentateurs de savoir ce qui se passe ailleurs, sauf de temps en temps pour lancer une ou deux mesures gadgets en exemple, qui en réalité ne servent qu'à justifier des choix qui sont faits ici, même si par exemple les expériences en question n'ont aucun rapport avec ces mêmes pratiques hexagonales. En tout cas, donc, la Finlande a dû se réformer. Eh bien, quand on regarde ce qui s'est passé, on a mis l'accent sur les forces, notamment en termes de recherche et de développement, qui existaient en Finlande. Et quel a été l'aboutissement? Toute cette floraison de la téléphonie mobile, avec le fleuron finlandais Nokia, qui a tiré un pays passé d'une crise aiguë au début des années 90 à une période de longue prospérité, qui sera peut-être remis en cause plus ou moins par la crise actuelle, mais qui rebondiront encore. Ces expériences-là, ce sont exactement les expériences qui devraient inspirer une Bretagne qui ne serait pas entravée, une Bretagne qui serait indépendante. Ce sont des petits pays, comme la Bretagne, ce sont des pays qui restent homogènes, malheureusement la Bretagne l'est de moins en moins, mais reste homogène par rapport à l'espace hexagonal, clairement, dans sa population, dans ses modes de vie, et donc cela permet de générer un ensemble d'initiatives dans la bonne direction. Sachant également que réformer un petit système, lorsque vous prenez des décisions, elles ont un impact beaucoup plus rapide que réformer un mastodonte avec toutes ses rigidités. La voie à suivre, donc, plus que jamais, en fait, c'est celle de l'indépendance. Alors pour nous, nationalistes bretons, ce discours d'évidence ne sera pas facile à tenir, parce que compte tenu du régime de la peur sur lequel l'État français est en train de capitaliser, nous vous protégerons de cette crise qui arrivera chez vous, eh bien nous aurons beaucoup plus de mal à faire comprendre aux gens que non, ce qu'il faut c'est se rassembler entre nous pour partir dans une meilleure direction. Et pourtant, il y a des potentiels énormes en Bretagne. Je parlais de notre force dans le secteur agroalimentaire. Il faut voir que si le XXe siècle a été, je dirais, le siècle de la révolution mécanique et physique, hein, on peut parler de la radio à transistor jusqu'à la bombe atomique en passant par d'autres réalisations physiques, le XXIe siècle, à mon avis, sera le siècle des réalisations dans le domaine biologique. Et dans ce cadre-là, tout ce qui est lié à l'agriculteur, à la science du vivant, a toute sa place pour un développement économique de taille. Et la Bretagne pourrait très bien passer dans ce développement. Mais encore est-il qu'il faut que la Bretagne se donne les moyens de cela, et une fois de plus, ça ne passe que par l'indépendance. Voilà, je voulais offrir un peu cette perspective générale sur la crise actuelle, parce qu'elle n'est sans doute pas le son de cloche que vous entendrez dans les médias français,
mais je pense que c'est là que se situe l'enjeu, pouvoir, si je peux dire, reprendre nos billes pour nous en sortir, et vite, parce que sinon nous risquons de nous enfermer dans des années de marasme. Alors, pour suivre ma présentation générale, j'ai demandé à Erwan Josset, qui a été, vous le connaissez pour la plupart d'entre vous, l'un de nos candidats lors des dernières élections, qui a réalisé un score très honorable à Auray, dans le canton d'Auray, qui lui-même travaille dans le secteur maritime de la pêche, il vous expliquera, et donc est bien placé pour voir les problèmes auxquels sont confrontés nos entreprises, nos travailleurs en Bretagne, dans des secteurs traditionnels d'activité, et les rigidités auxquelles ils font face, et les périls auxquels ils sont exposés dans la crise actuelle. Donc je passe la parole à Erwan, qui va un peu vous parler de son expérience, de son quotidien, et de ce qu'il pense pouvoir être fait.